et estime que ces ministres doivent lui rapporter quelque chose. Oui, c'est la triste réalité, mais c'est la réalité. Chaque ministre doit lui envoyer de l'argent. Oui, si vous ne le savez pas, interrogez-les, ils vont vous répondre. Il doit lui envoyer de l'argent. Et lorsqu'il a été nommé Premier ministre et qu'il a effectué un déménagement spectaculaire à Abidjan, dans son petit palais à Cocody Blocos, la presse avait publié à l'époque la fraude évidente qu'il a effectuée pour faire entrer tous les meubles de sa maison en Côte d'Ivoire. Il y en avait pour 19 tonnes 300, souvenez-vous-en. Eh bien, cette fois-ci, il a fait mieux. C'est pour ça que je vous ai dit que je ne vous dirai que des choses que je sais. Il a fait mieux. Parce que c'est encombrant d'amener des meubles de France. Et puis, pourquoi il achèterait des meubles en Côte d'Ivoire? Puisqu'il a des ministres pour ça. Tous les meubles qui sont aujourd'hui dans la résidence de Ouattara, à côté de l'hôtel du Golfe, à Cocody, ont été achetés dans la... Enfin, pour l'essentiel, dans la seule et même société, par tous les ministres, facturés à tous les ministres qui sont au gouvernement aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est un petit voleur. Parce qu'on ne peut pas admettre ça dans ce pays. C'est de l'escroquerie. Et quand je parle, je sais de quoi je parle. Parce que les factures sont là. S'il veut parler, on va les lui montrer. Ce sont ces ministres au gouvernement qui l'ont meublé. À quel titre? À quel titre? Oui, Ouattara a fait ça. Là, aujourd'hui. Il est descendu dans des meubles qui vous appartiennent. Parce que ce sont nos impôts qui les ont payés. Alors qu'il n'a aucun droit. Aucun. Est-ce que Vaudier a des meubles payés par ses ministres chez lui? Est-ce que Mel a des meubles chez lui payés par le gouvernement? Oui, parce qu'il est ministre. Donc, des meubles chez lui payés par le gouvernement? Oui, parce qu'il est ministre. Donc, vous voyez, il faut regarder cet homme comme le diable. Le traiter comme le diable. Si vous ne le faites pas, nous allons payer cher. Il est là, non? Regardons-le. Vous allez voir ce qu'il va faire. Cette guerre qui nous a amenés, nous a entraînés dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, les Français disent que Alio Marie a limogé le général Poncet. Elle a limogé le général Poncet et consorts. Des colonels, des petits capitaines, des hommes de troupes. Acte. Il faut que le GTI soit dissous. Parce que nous ne pouvons pas avoir un gouvernement supplémentaire, fait de petits diplomates qui viennent nous dire ce que nous devons faire. Deuxièmement, l'armée française nous empêche de désarmer les rebelles. C'est elle qui nous empêche de le faire. Parce que les rebelles même n'ont plus rien là-bas. Eux-mêmes ne demandent qu'une chose aujourd'hui. Mais comme dit quelqu'un, la paix est plus chère que la guerre. Les Soro Guillaume montent les enchères chaque jour. Ils n'ont rien. Enlevez les militaires qui sont soi-disant dans la zone de confiance. Et vous verrez si Mangou n'est pas capable de désarmer ces renégats. Voilà une autre vérité. Mais je vous demande, et c'est aux jeunes que je m'adresse, de ne jamais nous laisser humilier, comme c'est le cas maintenant. De ne jamais vous laisser humilier vous-même. N'acceptez jamais que des ordres viennent de l'extérieur vous dire ce que vous devez faire dans votre pays et pour votre pays. Relevez ce défi, je vous en prie. Je vous remercie. Le même M. Ouattara, qui était Premier ministre à cette époque, ne voulait absolument pas entendre parler de la succession de M. Bédié, la succession constitutionnelle, c'est-à-dire succession sans élection. Exactement. La Constitution disait qu'en cas de décès du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président de la République. Clair. C'était clair, c'était voté à l'unanimité, c'était adopté, c'était constitutionnel. On appelait ça l'article 11 à l'époque. Eh bien, à la mort du président Houphouët-Boigny,
le même Ouattara, qui était Premier ministre de M. Houphouët-Boigny, en relation, en complicité avec un de nos aînés, paix à son âme, qui s'appelait le président Philippe Yassé, ancien président de l'Assemblée nationale, ensemble ont voulu empêcher l'application de la Constitution. C'est comme aujourd'hui, encore le Conseil constitutionnel. Eh bien, là aussi, je me suis opposé. Et puisque j'étais secrétaire général du PDCI, nous avons réussi, avec les membres du bureau politique et tous les militants, à dire c'est l'application de la Constitution ou rien. D'accord. Et nous avons réussi à imposer, à faire appliquer la Constitution, et nous avons fait une transition pacifique et sans effusion de sang. D'accord. Monsieur le Président, je reviens sur votre visite de 75 en Afrique du Sud. Là, vous avez dit que ça a permis que même avec le diable, on peut dialoguer. Ici en Côte d'Ivoire maintenant, je ne sais pas qui est le diable et qui est l'ange. Est-ce que, parce que je vois chez vous, dans votre bureau, ce n'est pas loin là, il y a l'hôtel du Golfe. Celui que vous nommez comme le président de l'extérieur, il est la Ouattara. Est-ce qu'aujourd'hui vous serez prêt de dialoguer avec lui? Mais moi, je dialogue avec tout le monde. Tout le monde sait ça en Côte d'Ivoire. Mais je crois que ceux qui sont enfermés au Golfe ne souhaitent pas le dialogue. Parce que le Golfe est inaccessible. Je suis à 500 mètres, mais je ne peux pas y aller. Je ne suis pas sûr qu'on me laisserait accéder. Oui, mais qui a fermé? C'est vous qui avez fermé l'entrée? Non, je crois que tout autour, si vous vous informez, vous saurez que c'est l'ONUCI qui boucle l'hôtel du Golfe. Nous nous sommes mis à une distance telle que si ceux qui sont à l'hôtel du Golfe et qui sont armés sortaient, vous savez que moi, je serais la première victime. Je suis à 500 mètres. Oui, ça m'étonne. Mais c'est parce que je suis un homme de foi. Et je crois à mon avenir et je suis sûr que leurs armes ne m'atteindront pas. C'est pourquoi je suis encore là. Donc, chacun parle de dialogue et vous voyez que personne ne dit de quoi on va dialoguer. Le problème, c'est ça. On dit on est d'accord pour régler ce problème pacifiquement, par le dialogue, mais on ne sait pas quel est le sujet qu'on va traiter. Il y a un qui dit je suis président. Parce qu'on l'a proclamé ou bien parce que l'extérieur a voulu décider qu'il en soit ainsi. Et puis l'autre qui est notre président, parce que nous avons suivi une procédure qui est constitutionnelle et c'est le Conseil constitutionnel qui l'a proclamé élu président. Alors, on va parler de quoi à votre avis? Mais c'est vous avez une grande expérience, c'est vous qui pouvez proposer une idée. Vous avez été en Afrique du Sud. Je prends encore l'exemple de l'Afrique du Sud. Je suivais dans la voiture aujourd'hui, quelqu'un parlait de le dialogue entre les Sud-Africains qui a produit jusqu'en 1994. On a eu Frédéric de Klerk, Nelson Mandela. Est-ce que vous pensez que ça peut se faire ici? Je pense que tout est possible. D'accord. Je ne peux pas dire que le dialogue est impossible en Côte d'Ivoire. Sinon, je ne serais pas allé en Afrique du Sud. Nul ne savait que les tenants de l'apartheid à cette époque-là, un jour, allaient embrasser les Africains qui étaient victimes et l'objet de toutes les menaces, de toutes les humiliations que vous savez. Donc, je veux dire que tout est possible. Mais pour le moment, pour aujourd'hui, la chose me paraît difficile ici parce que nous devons être honnêtes. Ce problème a été créé de façon artificielle, le problème que nous vivons. Dans le cas de l'apartheid, les Blancs ne voulaient pas respecter, considérer et considérer comme des hommes les Noirs. Ça, c'était un problème quand même. On savait bien qu'on finirait un jour par régler ce problème-là. Bon, ici, nous sommes mis d'accord sur une manière une procédure pour devenir président de la République. On a d'abord fait les audiences foraines, puis on a fait le recensement, c'est-à-dire l'enrôlement. L'enrôlement. Et bon, après l'enrôlement, nous sommes arrivés aux listes électorales. Nous avons mis du temps pour nous mettre d'accord sur la liste électorale. Liste grise, liste jusqu'à la liste blanche. Bon. Et nous arrivons aux élections. Et nous avons dit qu'aux élections, la commission électorale indépendante
entre parenthèses, je dois vous dire que nous devons la création de cette commission à M. Gbagbo. Parce qu'avant avant l'arrivée de M. Gbagbo, il n'y avait pas de commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire. D'accord. Ici, c'est le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. Donc, cette commission, nous la devons à M. Gbagbo. Absolument. À toute seigneur, toute honneur. À la gauche ivoirienne, c'est vrai. Moi, je vous en parle parce que j'étais déjà aux affaires à cette époque-là. Mais vous êtes de droite. Voilà, pas de droite, je suis libéral. Vous êtes libéral, voilà. D'accord, bon. Voilà. Okay. C'est un peu différent. Donc, la procédure qu'on a adoptée a été respectée au premier tour. Élection, traitement des résultats par la commission. La commission donne les résultats provisoires consolidés, transmet au Conseil constitutionnel, lequel vérifie tous les résultats, tous les procès-verbaux et déclare les résultats définitifs. Et c'est ces résultats définitifs qui est donc certifié par le représentant de l'Union des Nations Unies, ici à Abidjan. Bon, cela, on l'a respecté scrupuleusement au premier tour. Et le monde entier nous a félicités. On a reçu des félicitations de partout. On a dit à la Côte d'Ivoire, on ne savait pas que c'était capable de cela, c'est formidable, etc. Bien. Nous allons au deuxième tour. Nous procédons de la même manière. Entre les deux tours, il y a 15 jours. Donc, on n'a pas changé de constitution, on n'a pas changé la commission électorale, on n'a pas changé le Conseil constitutionnel. Et rien n'a changé. On finit les élections au moment où la commission travaille. On vous a expliqué. Exactement. Au moment où la commission travaille, c'est vrai qu'il y avait des difficultés pour se mettre d'accord, mais c'est normal, parce que c'était le dernier tour, c'était tout le sérieux. Bon, ils ont mis du temps, même s'ils avaient simplement dépassé légèrement leur temps réglementaire. S'il n'y avait eu que ça, on aurait pu comprendre, nous sommes en Afrique, on peut dire qu'ils ont dépassé légèrement le temps, mais on aurait quand même suivi la filière, disons, la procédure jusqu'au bout. Mais au lieu de cela, le président de la commission disparaît. Comment il a disparu? Eh bien, il a disparu, on ne sait pas comment. Ses camarades l'attendaient, ses collègues, les commissaires centraux, l'attendaient à leur siège. On le cherche partout. Même le président de la République l'a cherché, lui a téléphoné chez lui. Tous les deux téléphones sont fermés. On ne sait pas où il est. Et, subitement, on apprend qu'il est à l'hôtel du Golfe. À l'hôtel du Golfe, c'est-à-dire au quartier général de l'autre candidat. Alassane. Oui. Qu'est-ce que le président de la commission peut chercher au QG, au quartier général, des candidats? Mais la question, je m'excuse de vous, la question que les gens posent est que pourquoi se fait-il que vous avez décidé de tirer quand tout le monde a vu? Moi-même, j'étais sidéré de le voir. Qu'on arrête le papier, on déchire. Ce n'était pas ces papiers-là. Mais vous avez créé les conditions d'insécurité, c'est pourquoi le monsieur est parti de l'autre côté. Non, mais c'était pas le lieu où il devait aller. Il y a tellement de lieux où il pouvait aller se protéger en Côte d'Ivoire. Il pouvait aller au siège des Nations Unies. Aujourd'hui, je crois qu'il y a un Gabonais qui est allé au siège du PNUD. Oui, ça c'est vrai. Il n'est pas allé au QG de l'autre. De l'autre, oui. Il fallait aller partout, sauf au QG du Challenger. Ça, c'est une grave erreur. Je trouve d'ailleurs grotesque. Il serait allé se cacher dans n'importe quelle ambassade ou, je ne sais pas moi, ou même au siège des Nations Unies. À la rigueur, on aurait encore compris, si tant est qu'il était en insécurité. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le fameux papier dont vous parlez, ce n'était pas le papier définitif. C'était un papier dont les résultats n'étaient pas encore consolidés. Consolidés, ça veut dire qu'ils sont comparés avec ce qu'ils ont et on se met d'accord, parce que par consensus, une fois qu'on se met d'accord, et maintenant ces résultats sont adoptés avant d'aller de l'autre côté. Ce n'était pas les résultats définitifs, vous pouvez leur demander. Voilà. Donc ça, cet épisode que vous avez vu n'a rien à voir avec l'ensemble des résultats que Monsieur le Président avait sur lui et qu'il a amené à l'hôtel du Golfe
D'accord. Voilà, l'ennemi à l'intérieur du Golfe. À partir du moment où il a fait les déplacements, où se trouvent les adversaires du président Gbagbo, où se trouve leur groupe qui s'appelle le RHDP, ici, et où on a retrouvé dans les couloirs de l'hôtel monsieur l'ambassadeur de France. Vous comprenez? Oui. J'ai dit que toutes les conditions étaient réunies pour qu'on dise que cette affaire est un coup monté, grotesque et même vraiment inintelligent. Oui. Moi, je trouve ça vraiment inintelligent. Donc vous pensez que la France voulait organiser un coup d'État chez vous, constitutionnel, un coup d'État sans armes? Mais moi, pas seulement je ne crois pas, je suis sûr. Je suis sûr. Je dis, oui. Pour moi, avant même les élections, oui. M. Sarkozy, le président de la République française, avait décidé qui serait président de la République en Côte d'Ivoire. Depuis l'élection de M. Gbagbo en Côte d'Ivoire, les autorités françaises ne l'ont jamais accepté. Mais pourquoi expliquez-vous cela? Monsieur Gbagbo, à moins que je me trompe, son papa a été un militaire français, si je ne sais pas. Il est proche, il est francophone, il est francophile. Il est membre du International Socialist. Pourquoi les Français ont cette haine ou ne veulent pas de M. Gbagbo? Parce que M. Gbagbo est un président africain qui ne ressemble pas aux autres. C'est comme si vous me demandez pourquoi on a tué Lumumba, pourquoi on a tué Sankara, pourquoi on a mis en quarantaine le président Sékou Touré pendant des années, pourquoi, etc., ou Myombe, tous ces gens-là. J'ai dit que M. Gbagbo fait partie de la race de ces personnalités africaines qu'on a tuées. Peut-être ils sont arrivés trop tôt. Oui. On les a tués plus rapidement. Mais M. Gbagbo est un peu de cette famille-là. Personne n'avait pensé que la Côte d'Ivoire, qui était considérée comme un peu la fille de la France, avec le président Houphouët-Boigny, même avec son successeur, où la France est à son aise, comme un poisson dans l'eau, personne n'avait imaginé qu'il sortirait un jour ici, un Ivoirien, pour dire nous voulons être souverains. Nous voulons être responsables de nos affaires. Monsieur le Président. Donc, M. Gbagbo n'était pas le président attendu par la France. Est-ce que M. Houphouët-Boigny n'a pas un peu contribué à ça? Parce que vous savez très bien, il était la fille de la France et tout. Et M. Houphouët-Boigny a contribué à faire peut-être des coups pour la France ici. Peut-être les Français se sont dit que tous les Ivoiriens sont comme ça, ils sont cons, ils vont marcher comme on veut. Est-ce que ce n'est pas M. Houphouët-Boigny qui a contribué à faire ce genre à cause de ces gènes? Moi, j'ai travaillé près de 15 ans auprès du président Houphouët-Boigny. Oui. C'était un homme d'une extrême délicatesse. Oui. Et d'une extrême finesse. Oui, voilà. Il savait la vérité et avait adopté un comportement qui lui paraissait profitable à la Côte d'Ivoire. C'était son droit. D'accord. Mais il savait, il a dit de sa bouche, je sais que mon indépendance n'est pas une vraie indépendance. Ah, il a dit ça de lui? Il a dit ça, je vous le dis, parce que je suis un de ses frères. D'accord. Voilà. Je connais, excusez-moi, je ne suis pas modeste. Le président Houphouët-Boigny, en tout cas, la majorité des Ivoiriens, ça c'est vrai. Voilà, j'étais journaliste, j'étais son journaliste. D'accord. Donc je sais de quoi je parle. Il a dit, je n'ai pas obtenu la vraie indépendance. C'est une indépendance nominale, une indépendance politique. La vraie indépendance viendra plus tard, avec les jeunes. Et lorsque les jeunes seront formés. Et c'est les Laurent Gbagbo alors? Et capables de parler d'égal à égal. D'accord. Oui, je ne sais pas s'il pensait à Laurent Gbagbo, mais moi j'ai le sentiment que c'est Laurent Gbagbo aujourd'hui, parce que c'est lui qui veut parler d'égal à égal avec les autres. Monsieur le Président, je veux vous poser une autre question un peu. À l'époque, était politicien de grand calibre. Il comprend que à chaque époque, c'est réalité. Le même Fologo aujourd'hui qui était le grand serviteur de Houphouët-Boigny, le grand collaborateur, est aujourd'hui un collaborateur honnête et loyal de M. Gbagbo. C'est ça qui est possible en Afrique. Oui. Ça doit être possible en Afrique. Selon les circonstances, il faut travailler pour son pays. À partir du moment où vous avez décidé de servir votre pays, quelles que soient les circonstances, vous pouvez servir avec tout le monde. Moi, je suis comme ça. Vous voyez, on vous a dit qu'il y a 14 candidats. Oui. Il y avait 14 candidats. À l'élection avant, il y avait 18 candidats.
Mais vous n'avez jamais vu le nom de M. Fologo nulle part. Oui. Vous ne pensez pas que je suis le plus imbécile des Ivoiriens. Je crois même que je suis peut-être parmi ceux qui savent le mieux de quoi il s'agit. Oui. Mais moi, j'aime mon pays. Et je ne me bats pas, je ne suis pas dévoré par une ambition démesurée. Démesurée. Non. Je veux que le pays soit en paix et qu'on avance. Quand vous dites que vous n'êtes... L'habitude de dire ce que pensent les autres. Oui. Non, moi je vous dis ce que je pense. Mais vu, par exemple, vous êtes quelqu'un, vous avez beaucoup travaillé ici en Côte d'Ivoire, 22 ans comme ministre, vous avez été journaliste personnel du président Houphouët-Boigny, qui est comme le George Washington de Côte d'Ivoire. Normalement, avec tout ça, vous pouvez dire aussi que moi aussi, j'ai droit à la magistrature suprême. Oui, j'aurais pu le dire. Oui. Oui, je pense que tout le monde n'est pas fait pour être président de la République. Nous sommes 20 millions en Côte d'Ivoire. Il y a peut-être 3 ou 4 vrais candidats. Et puis les autres sont candidats peut-être pour la forme. Mais je voudrais quand même dire une chose en ce qui concerne l'adversaire de M. Gbagbo. Oui. En 1993, quelques jours avant la mort du président Houphouët-Boigny, je vous dis la vérité, vous comprenez? Oui. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne savent pas ce que je vais vous dire. D'accord. En 1993, donc, peut-être une dizaine de jours avant la mort du président Houphouët-Boigny, le président Houphouët-Boigny était agonisant à Yamoussoukro. Oui. Il était revenu de Genève et il était agonisant à Yamoussoukro. Monsieur Ouattara, Premier ministre, qui était en fait le chef de l'État, parce que dans notre Constitution, lorsque le président de la République est empêché, c'est le Premier ministre qui le représente et qui gère. Qui gère les affaires de l'État. Je peux donc dire que M. Ouattara était pratiquement le chef de l'État en Côte d'Ivoire en 1992 et en 1993. 2 années où le président Houphouët-Boigny physiquement ne pouvait plus tenir. Ça, c'est une réalité. Et il sait que c'est vrai. J'ai dit que M. Ouattara, sachant que je suis le secrétaire général du parti du président Houphouët-Boigny, le plus grand parti de l'époque, n'est-ce pas, m'a appelé, a eu une rencontre avec moi chez lui, m'a proposé d'être avec lui pour que la Constitution, quand le président viendrait à mourir, ne soit pas appliquée. Je vous le dis. Et vous avez dit... Et moi, j'ai dit non. Parce que moi, je suis pour la Constitution ou rien. Je lui ai dit non. Je lui ai dit, je ne vois pas ce qui vous permettrait de ne pas appliquer la Constitution. Et puis je ne vois pas comment vous pourriez accéder au pouvoir sans Constitution, sans élection, sans rien. C'est impossible. Donc, nous sommes restés à parler de 21h jusqu'à minuit. Il ne m'a pas convaincu. Le lendemain, c'était un samedi, il m'a fait convoquer par son allié et complice, le vieux Philippe Yassé, qui a tenté la même opération. J'ai eu le courage de lui dire, avec tout le respect que je vous dois, président, c'est non. Moi, c'est la Constitution ou rien. Vous comprenez? Oui, monsieur. C'est pourquoi moi, je suis un homme de la Constitution. Lorsque M. Gbagbo a été élu en 2000, j'ai reconnu M. Gbagbo, alors que les candidats du PDC avaient été rejetés par la Cour suprême. Mais j'ai reconnu, parce que je dis toujours de 2 mots, il faut choisir le moindre. Ceux qui aiment la Côte d'Ivoire ne doivent pas prendre la voie des troubles en Côte d'Ivoire. Après, vous voyez, nous perdons du temps. Depuis 2000, nous sommes dans les troubles jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais voulu laisser M. Gbagbo gouverner correctement et conformément à la Constitution notre pays. Eh bien, j'ai reconnu le régime en 2000. Le président Gbagbo a été le premier à proposer un gouvernement d'ouverture. Le PDCI que je dirigeais a eu 4 ministres. On a proposé 7 ministres à M. Ouattara. Il a refusé. Alors, vous voyez, donc, un monsieur comme ça, aujourd'hui, qui a refusé la coopération en l'an 2000, parce qu'il n'était pas élu président de la République, parce que sa candidature avait été rejetée. Bon, je peux douter de sa volonté de dialogue aujourd'hui. Mais moi, je vous dis... Il veut le pouvoir par tous les prix, lui. Ça veut dire que... Oui, mais quand vous... Parce que vous m'avez dit, vous ne voulez pas... Vous n'êtes pas dévoré, mon autre frère le serait. Je vous cite des faits.
Et je vous laisse tirer vous-même les conclusions. Bon, mais on va revenir, comme vous connaissez mieux ce pays, M. Ouattara, selon les résultats provisoires des élections, il a gagné avec 54%. Et c'était sa base au nord. Est-ce que vous pensez que c'est vrai qu'au nord, il peut gagner parce que c'est plus peuplé, le nord? Non, c'est moins peuplé. Ah, c'est moins peuplé, le nord? Ben oui, le nord, il n'y a personne. Au nord, nous ne sommes pas peuplés. Je suis du nord. Et moi, je ne suis pas un nordiste fabriqué. Je suis un nordiste authentique. Lui, il est fabriqué alors. Vous voyez, regardez sur mes joues, oui. Je porte la carte d'identité du Nord, de la région dont je suis. Donc ça ne se discute pas. Mais dans lui, il est discutable alors? Je ne sais pas s'il est discutable. On a clos ce dossier-là. D'accord. Voilà. Mais ce qui n'est pas clos, oui. c'est qui a gagné les élections. Moi, je vous dis, oui. Les 54% dont vous parlez, moi, je ne les reconnais pas et je ne les connais pas. J'ai dit oui. que si les choses avaient été claires, on aurait suivi la même procédure. Quand vous acceptez une fonction, il faut accepter les risques et les périls et les avantages de cette fonction. Si M. Bakayoko a accepté d'être président de la commission électorale, il devait savoir qu'elle comporte des risques. Et même s'il dit que sa vie est en danger, oui. ou qu'il n'était pas en sécurité, oui. Il doit faire face à cette situation. Ça fait partie de son métier. Les mêmes ONUCI qui entourent aujourd'hui le Golfe pouvaient entourer le siège de la commission électorale. La commission, il fallait les appeler. Voilà. Donc aujourd'hui, je considère que ces chiffres n'engagent que ceux qui les ont propagés. Nous ne sommes pas au courant. Et ce n'est pas la procédure et ce n'est pas l'organisme qui devait les donner qui les a donnés. Donc nous, on n'y croit pas. D'accord, mais nous ne les acceptons pas et nous n'y croyons pas. Vous n'y croyez pas? Non. Mais Monsieur le Président, est-ce que... La population, nous voulons savoir le président qu'on veut installer. C'est pour la Côte d'Ivoire ou bien pour la France? C'est pour la Côte d'Ivoire ou bien pour la communauté internationale? Si c'est pour la Côte d'Ivoire, je ne suis pas sûr qu'il restera 5 jours. Son élection, oui. Le président Gbagbo n'a jamais été accepté par la France. Parce que M. Gbagbo est arrivé au pouvoir lorsque lorsque la droite française était au pouvoir, oui. Alors que lui, il est socialiste. Oui. Il est arrivé au pouvoir après avoir combattu Houphouët-Boigny, qui était le grand ami de la France, vous le savez aussi. Dont les Français sont alors aigris. Il est le seul président aujourd'hui qui peut dire non et qui dit non quand il faut dire non. Le président Gbagbo, il est insoumis, il est atypique et il est souverainiste. Oui. Voilà. Donc, tout cela réuni, ça fait trop pour la France. Et pour eux, ce serait un précédent grave que le président Gbagbo réussisse à gouverner la Côte d'Ivoire. Salut. Voilà comment ça sort. Et c'est comme ça sort. Vous voyez, dans les archives, moi j'ai trouvé Monsieur Bensumaoro. Voilà un farouche opposant à Monsieur Alassane Ouattara. Et qui, dès le départ, ils étaient de mèche, ils étaient comment je peux appeler ça, dans le même parti. Et il luttait pour la même cause. Mais quand il a vu le comportement, les prises de position de Ouattara, il s'est retiré. Et dans son intervention ici, il a dit beaucoup de choses et que c'est le diable en question qui est là et qu'on ne devrait pas accepter Ouattara à la tête de n'importe quelle institution. Vous voyez, dans cette vidéo, vous allez voir tous les vieux routiers, comme nous on les appelle dans nos jargons ivoiriens, tous les vieux routiers. Il y a M. Fologo et puis il y a M. Bensumaoro. Ça, c'était des hommes du passé qui ont dénoncé farouchement les manigances, les malversations de M. Ouattara dans toutes choses. Il n'était pas honnête. Il n'était pas vraiment honnête dans tout ce qu'il faisait, comme il avait, et M. Soumaoro en train de le dire. Ici, M. Soumaoro décrit Alassane Ouattara comme un voleur, un tricheur,
un gars qui n'a pas le sens de la loyauté, n'a pas le sens de la gratitude. Et c'est dommage, c'est dommage. Moi, je dis quoi? Je dis que pourquoi on est si aveugle? Pourquoi on est si aveugle? Déjà, du moment où ce monsieur, dès qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, nous avons su qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il vaut, comment il se comportait, on aurait pu ne pas l'accepter à quoi que ce soit. Quand nous avons demandé à ce qu'il ne soit pas à la tête d'une institution, quand le premier président Félix Houphouët-Boigny est décédé, on avait tout dit. Moi, je ne comprends pas pourquoi nous sommes revenus sur cette affaire en voulant l'accepter, le mettre dans notre pays. Ça aurait dû être évité, tout ce scandale, tout ce meurtre commis par ces rebelles-là. On aurait pu éviter ça. Moi, je ne comprends pas pourquoi on a pu soutenir un tel homme, sachant très bien, même nos frères ivoiriens l'ont dit, il y a même un monsieur qui travaille à l'FMI, qui vit aux États-Unis, qui avait dit, ce monsieur, c'est le diable en personne, qu'il est très rancunier et il va toujours s'aimer la zizanie là où il se trouve. Comme M. Benz est en train de le dire, là où ce monsieur se trouve, il y a toujours des discordes, des troubles et tout ce qu'il faut, tout ce qui est négatif, ça se trouve dans ce côté-là. Et ça, c'est pas, je dis, c'est méchant, c'est méchant, c'est méchant. À la suite de ça, il a relevé un truc qui est très important dans ce qu'il a dit par rapport à ce monsieur Ouattara, qui disait comme ça que quand on l'a nommé Premier ministre, quand il rentrait en Côte d'Ivoire, il devrait prendre toutes ses affaires de la France, je crois, et faire rentrer en Côte d'Ivoire. Mais il ne pouvait pas parce que c'est vraiment trop de bagages. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à tous les ministres que lui, Alassane, il a nommé, qu'il lui paye tous ses meubles dans sa maison. Donc, c'est-à-dire, tous les ministres que lui, Alassane, a nommés, ont payé tous ses meubles dans la maison. M. Bensoumaro, il le dit, et il dit, il y a les factures qui sont là. Et tous les ministres à cette époque-là sont là. Ils étaient là au moment où il parlait et qu'ils pouvaient témoigner. Ils pouvaient témoigner. Vous voyez, un homme, c'est quand même un homme malade. Il est tellement assoiffé d'argent, assoiffé de pouvoir, qu'il ne considère même pas l'être humain. Il n'a même pas le sens de l'humanisme. Un homme comme ça, comment on fait pour pouvoir le tenir à la tête d'un pays? Et vous voyez, à quoi ça rime? Ça rime à prendre des crédits par-ci, par-là. Et tous ces crédits-là, vous pensez que c'est rentré dans la caisse de qui? C'est rentré dans sa poche. C'est pas la Côte d'Ivoire. Nous sommes à 35 000 milliards. 35 000 milliards. Quand est-ce que nous allons pouvoir nous acquitter de cette dette-là? C'est-à-dire que notre génération va passer, il y a une deuxième génération qui va arriver afin de pouvoir payer ça. C'est énervant. Ça veut dire quelque part que si on ne prend pas garde, nos enfants vont vraiment souffrir. Ils n'arrivent même pas à pouvoir manger. C'est grave ça. C'est grave ça. Attendre des trucs pareils, c'est-à-dire que ce que M. Bensoumaro est en train de dire aujourd'hui, il a dit il y a des années passées, je crois bien que c'est
en 2001, si je ne me trompe pas, parce que c'est après l'élection de du président Gbagbo, et qu'il a tenu ce discours-là. Parce que le monsieur, il est mort, je pense qu'il est mort en 2002, hein, si je ne me trompe pas. Et c'est ça, vous voyez ça, on ne va pas s'en sortir. On ne pourra pas s'en sortir. Parce que ce qu'il est en train de dire, c'est comme il voyait le futur. Il voyait le futur. Il a bien même dit, on ne doit pas laisser quelqu'un venir décider à notre place. C'est ce qu'il a dit au thème de son discours. Quand on voit tout ce que ces doyens ont dit jusqu'à aujourd'hui, on a pris ça à la légère et nous sommes tombés dans le panneau. Nous sommes vraiment tombés dans le panneau. Parce qu'aujourd'hui, quand tu t'en rends compte, tout ce que ces doyens ont dit, c'est réalisé. Et ça continue de se réaliser. Ça continue de se réaliser. Parce que, même dans leur discours, quand je faisais quoi, c'est-à-dire que ce monsieur, s'il vient au pouvoir, il va s'éterniser. S'éterniser là. Et voilà qu'il est en train de le faire. Comme disait M. Ben Soumaoro, quand bien même le RD, quand bien même il était à Paris et que le RD était en train de mourir, il pouvait même décider de nommer quelqu'un. Il n'a pas nommé, il n'a même pas nommé. C'est la même chose qui est en train de se passer aujourd'hui dans son parti RDR, qu'il est encore là. Il ne peut pas se décider pour dire je me retire, pour mettre quelques jeunes, pour me retirer, pour que d'autres personnes puissent prendre la place. C'est la même chose. Le RDR est en train d'aller en fait. Vous pensez que c'est où un ou deux gars qui sont rentrés là, qui va faire quelque chose. Ces gars-là ont été payés pour qu'ils fassent le nom du RDR. Qu'ils fassent le nom du RDR. Ils ont été payés. Allez-y voir dans le fond des choses. Ils ont été payés parce que le RDR paye toujours les gens pour avoir le nom, pour être renommé, pour toutes choses. Parce que le RDR réussit toujours à voler l'argent du contribuable pour faire, pour comment je peux appeler ça, pour faire ses dépenses personnelles. Pour faire ses dépenses personnelles. Vous voyez ça? C'est vraiment, ouvrez les yeux les gars, ouvrez les yeux. Le RDN nous vole. Le RDN n'est pas une partie qui peut nous aider. 15 ans passés, on parle du 3e pont. Ça, regardez bien, écoutez le message de M. Ben Soumaoro. Il parlait du 3e pont. C'est-à-dire que c'était un programme déjà fait. C'était un programme déjà fait. C'était un programme déjà fait. Donc, par rapport à ça, je vous dis que Alassane n'a pas fait grand chose. Il n'a rien fait. Les routes, les consoles, là, c'est des programmes qu'il est venu à achever. Il n'y a pas grand chose qu'il a fait. Et les milliards qu'il a pris là, il a mis ça dans sa poche. Il a mis ça dans sa poche. Comment il fait pour payer ces milliards par-ci, par-là, par rapport aux manifestations? Je prends un exemple palpable où il a invité les Miss de France qui sont venues, Miss Monde qui est venue en Côte d'Ivoire seulement pour se pavaner et puis repartir. Vous pensez que ces Miss, quand elles sont arrivées là, elles n'ont pas empoché de l'argent avant de partir? Elles ont empoché. Elles sont parties. Mais combien de milliards ils ont investi dedans? Combien de milliards? Parce qu'eux, ils ne parlent jamais en 1000. Ils ne parlent jamais en 100. Ils parlent en milliards. Ils parlent toujours en milliards. À coup de milliards, ils parlent. Ils parlent à coup de milliards. Parce que n'importe quel chiffre, quelle infrastructure ils vont vous parler, ils vont parler de n'importe quelle infrastructure, c'est en milliards. La cause est vachement riche. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit dilapider tout cet argent. Par rapport à quoi? Pour des futilités. Et moi, je ne vais pas allonger la vidéo, mais je vais dire par là que
M. Ben Soumaoro a dit tant de vérités et a même prédit l'avenir. Et si vous écoutez les dires de Ben Soumaoro, vous allez comprendre la vie actuelle de la Côte d'Ivoire. Parce que ce monsieur est un sachant. Ce monsieur a vu l'avenir. Vous comprenez? Vraiment, je vais vous laisser sur ces mots. Vous-même, quand vous allez regarder la vidéo, vous allez déduire aussi vos conclusions parce que il y a tant à dire dans ce que M. Ben Soumaoro a dit. Il y a beaucoup à dire. Et moi, je crois que c'est un homme qu'on a perdu. C'est vraiment un héritage perdu. Parce que ces gens, s'ils étaient encore en vie, je suis sûr que ce monsieur n'allait pas pouvoir faire grand chemin. M. Alassane Ouattara n'allait pas pouvoir faire grand chemin. Parce que c'était le médicament, la médecine de Ouattara. Parce que M. Ben Soumaoro le connaissait à fond. Vraiment.